Est-ce que les monastères ont inventé l'autogestion ou l'utopie sociale? Le monastère a été en quelque sorte la matrice de l'utopie, puisque c'est un petit peu le premier lieu, la première tentative dans l'histoire d'essayer de vivre quelque chose qui se rapproche d'une société parfaite dès le monde présent. Et donc l'imaginaire monastique a inspiré beaucoup de grandes utopies littéraires. On l'a un peu oublié, mais le mot même d'utopie est un néologisme qui vient du livre Utopia. Ce livre, écrit en 1516 par Thomas More, dépeint une société idéale inspirée des penseurs grecs comme Platon, mais également des premiers chrétiens. Thomas More, pour écrire le livre, a passé 4 ans à la Chartreuse de Londres, et beaucoup des formes de vie monastique se retrouvent dans le livre, notamment la mise en commun des biens, qui est quelque chose qui revient de manière assez régulière, ou encore le fait de prendre les repas en commun en écoutant une lecture. Il y a ainsi dans la vie monastique quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs au Moyen-Âge, les prémices des principes d'autogestion. Ce qui est assez fascinant, c'est que les moindres détails de la vie quotidienne dans les monastères font l'objet de délibération et de prise de décision. Et ça depuis des siècles en fait. Pour répondre à ce besoin de discuter tous les détails de la vie quotidienne qui peuvent nous paraître parfois anodins, des institutions horizontales ont été mises en place tout au long des siècles de la vie monastique. Et l'institution centrale, c'est celle du chapitre, qui correspond en fait à l'ensemble des frères ou des sœurs de la communauté qui se réunissent régulièrement pour discuter de tous les sujets, et notamment des sujets les plus importants. L'autorité est au service de la personne. Par conséquent, l'autorité, en ce sens qu'elle serait absolue, n'existe pas. Bien sûr, l'abbé ou l'abbesse a un rôle particulier, mais il règne dans les monastères un principe d'égalité entre ses membres, notamment à cause d'une règle de la vie monastique, la fin de la propriété privée. C'est même assez fondateur dans le monachisme chrétien, puisque les premiers moines, qui sont plutôt des ermites qui vont dans le désert, sont des personnes qui entendent une espèce d'appel en se mettant à l'écoute de l'évangile à abandonner leurs richesses pour suivre le Christ. Et le modèle qui est pris et qui revient régulièrement dans les règles monastiques, c'est celui des Actes des Apôtres, donc c'est un des livres du Nouveau Testament, qui décrit la vie des premiers chrétiens de Jérusalem. Et on peut lire que tout est mis en commun et que les ressources sont distribuées selon les besoins de chacune et de chacun. Donc vraiment la propriété personnelle est abolie, et ça c'est quelque chose qui a été un petit peu perdu dans l'histoire du christianisme, mais qui a été vraiment conservé dans la vie monastique et qui est une constante dans l'histoire monastique. Aujourd'hui encore, le frère ou la sœur qui prononce ses vœux doit fermer son compte en banque, renoncer à ses biens matériels comme son smartphone ou son ordinateur. Ce que je trouve intéressant politiquement dans cette réflexion sur la mise en commun, c'est que depuis les débuts de la vie monastique, elle est vécue comme quelque chose qui libère et qui est source de joie à la fois pour les riches et pour les pauvres. Pour les riches parce qu'elle libère d'une forme d'emprisonnement de l'accumulation, l'accumulation de biens, l'accumulation de technologies. Et pour les pauvres, cette mise en commun est la garantie d'une forme de sécurité. Donc finalement, c'est une forme de communisme primitif, donc pré-marxiste, et qui nous fait réfléchir dans notre monde où tout est de plus en plus marchandisé à ce que mettre en commun les biens et les richesses peut nous apporter.